Bonsoir et bienvenue sur Objectif Gare, il est 19h, c'est l'heure de 19h, le live. Jingle. Ce soir, au sommaire de notre émission, c'est le premier adjoint à la ville de Nîmes qui sera avec nous dans quelques instants. Julien Plantier fera le point pour Objectif Gare sur l'organisation de la ville de Nîmes durant ce reconfinement. On parlera aussi des mesures attendues par les commerçants et dans une deuxième partie de l'actualité politique. Bonsoir, Monsieur Plantier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci On vous pour retrouve l'invitation. Dans quelques instants. On recevra également Évrard Zaouch, le directeur général du CGR Nîmes. Il viendra nous parler des conséquences de la fermeture de son cinéma. Il s'apprêtait aussi à ouvrir un restaurant à proximité. Malheureusement, tout cela reste entre parenthèses pour le moment. On vous proposera notre reportage du jour à la préfecture du Gard. Les agents se mobilisent chaque jour pour poursuivre leur mission de service public. C'est notre journaliste Corentin Corget qui est parti à la rencontre de Marielle et Jennifer. On accueillera ensuite en plateau Julien Sugier, le fondateur de Météo Gare. Passionné surtout par les risques naturels, il a créé une page Facebook Météo Gare où il prévoit, anticipe et informe les Gardois en temps réel sur le temps qu'il fait dans le département. Corentin Migoul nous donnera des nouvelles du village de Sandras et vous retrouverez comme chaque soir la minute reconfinement. Merci à tous d'avoir choisi 19h le live, place aux 24h actu. Et pour ce 24h actu, j'accueille tout de suite Coralie Monaré sur notre plateau. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Plantier. Bonsoir Coralie Mallery. Allez, on débute Coralie avec les tests antigéniques qui débarquent en pharmacie. Oui, on les appelle aussi tests rapides. Comme les tests PCR, ces derniers s'opèrent par prélèvement nasal. La différence, c'est que l'antigénique va détecter les protéines de la Covid-19 en moins de 30 minutes. Seulement voilà, il n'est pas fiable à 100%, notamment pour ceux qui seraient négatifs. L'ARS les déconseille donc au cas contact. Mais pour bénéficier de ce test, il vous faut être donc âgé de moins de 65 ans et ne pas présenter de risque de développer une forme grave du virus. Justement, à Pont-Saint-Esprit, un drive de test PCR va être installé. Oui, il sera situé sur le parking de l'hôpital. Il sera opérationnel à partir du 6 novembre. Au total, une quinzaine de professionnels de santé testeront les personnes qui n'auront pas à sortir de leur véhicule. Mais toutefois, ce n'est pas un drive libre-service. Il faut impérativement disposer d'une ordonnance ou d'une prescription de l'assurance maladie. Oui. Et même avec ces documents, il vous faut prendre rendez-vous sur le site de ProLab. On part à l'ESP avec des compteurs d'eau intelligents qui sont installés par l'agglomération. Oui, une consommation suivie de près pour éviter les fuites. Plus de 8000 nouveaux compteurs ont été déployés par la Régie publique des eaux d'Alès. Ces machines ont été créées par la société Sensus. Alors, comment fonctionne-t-il ? Oui. Eh bien, des véhicules équipés d'une antenne et qui sont conduits par les agents captent les données de consommation d'eau. Pour l'instant, 60 communes sont concernées et d'ici 2027, 70 points de comptage seront équipés de cette technologie. On dit un mot également sur les finances publiques qui s'organisent pendant ce confinement. Eh oui, confinement ou non, le percepteur Eh oui, forcément, ne prend pas de vacances. Tous les centres des finances publiques resteront ouverts à leur horaire habituel. Ils accueilleront les usagers sur rendez-vous. À noter que le nombre de personnes accueillies est restreint, épidémie de Covid-19 oblige. Et s'agissant des déplacements liés à un paiement, eh bien, il est recommandé d'utiliser les services en ligne accessibles sur le site impôts.gouv.fr. Et Coralie, on termine avec du sport, avec les supporters du Nîmes Olympique qui veulent rester mobilisés. Et oui, la vie est dure, Abdel. On ne peut plus aller au stade. Ouais, je vous le confirme. Fini les cris, les fumigènes lancés dans les gradins. Les matchs se déroulent à huis clos. Alors toutefois, le groupe de supporters des Gladiators a une idée. Il sollicite tous les fans des Crocos pour réaliser une vidéo montrant leur amour pour leur équipe. Ces séquences seront visionnées par les joueurs avant d'affronter Angers ce dimanche au Costières. Les vidéos sont envoyées en message privé sur le compte Twitter des GN91. Et je pense qu'Abdel, vous allez faire une petite vidéo. Moi, écoutez, peut-être, vous avez raison. On la fera Il faut que je peut-être trouve sur le ces plateau. minutes. Mais pourquoi pas, avec grand plaisir. Rappelons-le que cette information, on la retrouve dans la Minute Sport qui a été diffusée tout à l'heure sur Objectif Gare. Merci Coralie pour toutes ces informations. Vous restez avec moi pour interroger Monsieur Plantier. Rebonsoir Monsieur Plantier. Merci d'être avec nous ce soir une nouvelle fois sur notre plateau. Alors rappelons-le, vous êtes le premier adjoint à la ville de Nîmes. Et à écouter Monsieur Jean-Paul Fournier, il peut se reposer particulièrement sur vous pour l'organisation des services
de la ville. Et donc la première question que je voulais vous poser, c'est comment la ville est en train de s'organiser pour faire face à la crise. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous, ravi de me retrouver sur ce plateau. C'est vrai qu'on est dans une condition un petit peu d'urgence sanitaire sans précédent sur le territoire nîmois. La ville de Nîmes est très mobilisée, pleinement mobilisée dans ses tâches. Un plan de continuité d'activité a été mis en place pour que l'ensemble des services publics municipaux continuent à fonctionner, pour pouvoir accueillir des usagers, que ce soit au niveau des mairies centrales, mairies annexes, dans tous les services, état civil, urbanisme, police municipale, aussi au niveau de l'éducation. Les agents de la collectivité sont mobilisés pleinement pour répondre à cette urgence sanitaire, surtout dans un lien aussi de proximité et aussi pour répondre à l'ensemble des interrogations. La ville de Nîmes est pleinement mobilisée, il en est de même des élus. Sur le CCAS également, les personnes âgées, c'est important, bien évidemment, parce que ce sont souvent des personnes qui sont isolées. Est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont menées par la ville ? C'est vrai que sur l'action sociale, c'est important de le souligner. Il y a des personnes qui sont vulnérables, il y a des personnes qui sont isolées. Le CCAS est présent aussi en accompagnement pour essayer de créer du lien avec ces personnes, avec ces hommes et ces femmes qui sont parfois démunis, qui sont parfois très loin d'un lien social. Et donc, les agents sont là aussi pour les accompagner. C'est en fonction de l'âge, non ? C'est ça ? Parce que du coup, il y a des appels téléphoniques. Enfin, on se rappelle que lors du premier confinement, il y avait des appels téléphoniques, y compris des visites également. Des appels téléphoniques pour nos seniors, mais aussi pour les personnes vulnérables. Il y a aussi tout un travail lorsqu'il y a de l'aide à domicile, des services à la personne aussi qui est mis en place. Et surtout aussi, on a un grand rôle de soutien au niveau des associations. D'accord. Au niveau justement de l'accompagnement aux personnes âgées, c'est différent. Il y a un accompagnement renforcé par rapport à une période normale sans épidémie ? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, du coup, on active un plan d'accompagnement des personnes vulnérables. On a un listing de personnes qu'on appelle régulièrement. Les agents les appellent personnellement par téléphone pour créer du lien, pour savoir si tout va bien, s'ils ne sont pas isolés et pour essayer aussi de leur venir en aide. Et au niveau de la commune, des agents, alors on privilégie normalement le télétravail, mais est-ce que c'est pas compliqué quand on tient un service public ? Si, c'est compliqué, on le voit. On est plutôt dans un semi-confinement actuellement, avec ce confinement qui est la règle, mais l'exception, c'est aussi que les personnes doivent aller travailler. Et donc nous, on a mis en place deux sortes de méthodes de travail. D'une part, une présence physique lorsqu'on est en relation directe avec les usagers pour les missions régaliennes, on va dire, de la collectivité. Pour le reste, c'est du télétravail. Donc oui, c'est pas simple à le gérer, mais je crois qu'il faut qu'on soit au rendez-vous. La ville de Nîmes et le maire Jean-Paul Fournier ont été au rendez-vous lors du premier confinement. On s'en est rendu compte par l'ensemble des actions qui ont été mises en œuvre. Il fallait aussi qu'on soit présent depuis ce reconfinement. Oui, parce que concrètement, ce qui peut être compliqué, c'est que si on doit aller déclarer la naissance d'un enfant, si on doit refaire un passeport ou une carte d'identité, on peut toujours le faire. Oui, totalement. On le voit, les services municipaux sont ouverts. Moi, je le vois par exemple en étant adjoint à l'urbanisme. L'ensemble des instructions des permis de construire continuent d'avoir lieu, les gens sont accueillis. Dès qu'on a une relation avec les usagers, c'est le cas notamment à l'urbanisme, avec l'état civil, avec l'éducation. Là, les personnes peuvent venir se déplacer, bien évidemment, tout en respectant les gestes barrières. Et au niveau du tissu associatif, est-ce que vous avez des actions particulières ? Qu'est-ce que vous faites de façon différente quand il y a l'épidémie, quand on est en confinement et quand c'est une situation quasi normale, si on peut l'appeler ainsi ? Déjà, il est important de rappeler que la ville de Nîmes est le premier partenaire institutionnel du milieu associatif, du tissu associatif. Nous, aujourd'hui, il a été décidé par le maire de Nîmes de maintenir les subventions pour cette année 2020 et l'année 2021 aussi, malgré certaines associations qui ont vu leur activité cesser. Donc c'est un soutien quand même très fort d'un point de vue financier. C'est ce qu'ont fait un peu toutes les collectivités, elles ont maintenu leur budget. Tout à fait, mais il fallait aussi que la ville de Nîmes puisse le faire parce que souvent on est le premier partenaire financier de ces associations. Il y a deux aspects qu'on peut souligner, c'est notamment par rapport au niveau de la santé. L'ensemble des associations liées à la santé ont vu une aide accrue par rapport à cela. On le voit notamment avec l'ouverture et la création du centre de dépistage sur le Parnasse jusqu'à mercredi prochain, puis ensuite au Stade des Costières avec près de 1000 tests par jour qui sont réalisés. Donc là aussi, c'est un signal fort. Aussi au niveau de l'éducation, on a fait le nécessaire pour que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions. Donc il y a une vraie volonté d'être au contact des bénévoles, des associations. On le voit aussi d'un point de vue social et humanitaire. On continue à les aider. Un mot sur les commerçants, parce que c'était très attendu. Jean-Paul Fournier s'était engagé à revenir vers les commerçants avec de réelles propositions. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous en présenter quelques-unes ? Écoutez, oui, ce matin, Jean-Paul Fournier a reçu Denis Allegrini, le président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelier, donc les représentants des bars, des cafetiers et des hôtels du département. Il y a eu un échange qui s'est établi. On a fait le point sur la situation. C'est vrai que c'est une situation très sensible pour les acteurs économiques locaux. Et donc, la volonté de la ville de Nîmes, c'est de poursuivre les engagements et les efforts financiers faits depuis le début de la crise. Je tiens à rappeler que depuis le mois de mars, un certain nombre de projets ont été mis en place pour soutenir cette économie locale. On le voit, au début
début au mois de mars à avril jusqu'au mois de juin, il y a 4,2 millions d'euros qui ont été dotés d'aides indirectes pour ces établissements, notamment par rapport sur le stationnement, les 2 heures de gratuité, c'était sur l'exonération des droits de terrasse notamment et des redevances d'occupation publique. Ensuite, il y a eu un plan de relance qui a été annoncé, on s'en souvient cet été, avec plus de 17 millions d'euros qui étaient en soutien très clair, très net de l'économie locale. L'idée, c'était de créer de l'économie, créer, on va dire, une manne financière pour nos TPE, nos PME. C'est 150 chantiers qui ont pu être mis en place dans différents niveaux, au niveau de la voirie, au niveau de la rénovation énergétique. Alors ça va surtout aider le BTP, mais aujourd'hui, pour les cafés, pour les bars, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ? L'économie locale, il faut vraiment l'envisager de manière globale. C'est l'ensemble des tranches sociales qui sont concernées, l'ensemble des représentants des différents métiers. Donc ce plan de relance qui était important pour nous aussi, parce que là aussi c'était en soutien de l'économie locale par rapport à ces chantiers, ces 150 chantiers qui ont été lancés. Et puis là, ce matin, monsieur le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a annoncé une aide forte d'exonération, là aussi des droits de terrasse et de l'occupation du domaine public jusqu'au 30 juin 2021, donc sur la période du premier semestre. On espère que d'ici là, on va dire que le virus sera au moins stabilisé et commencera un petit peu à diminuer. Et donc, dans ce cas de figure, c'est vraiment pour relancer cette activité économique. Donc, c'était important aussi de le souligner. C'est vrai ça représente combien à peu près on est sur une enveloppe là, sur cette période-là de 600 000 euros. 600 000 euros qui viennent abonder à ce fonds-là. La plus grosse enveloppe, c'était au niveau du stationnement. On l'a vu sur le premier trimestre du confinement. Donc voilà, il y a une vraie volonté d'être au contact de l'économie locale, d'être vraiment en soutien de cette économie locale. Est-ce que les mesures de stationnement vont être pérennes jusqu'à juin également, ou on arrête à décembre ? Là, pour l'instant, on arrête au 31 décembre ces 2 heures de gratuité du stationnement qui viennent là aussi en plus du samedi matin, en plus du samedi après-midi. Donc il y a vraiment une forte volonté. Mais aujourd'hui, il est encore prématuré pour le dire, dans la mesure où on ne sait pas encore quand les commerces pourront réouvrir. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont à l'étude, bien évidemment. Un mot également, j'en profite parce que du coup c'était une des questions de l'un de nos lecteurs qu'on allait vous poser tout à l'heure, parce qu'on a eu plusieurs questions sur le stationnement, parce que nos lecteurs ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas gratuit en totalité comme lors du premier confinement. Écoutez, ça a un coût. C'est un coût très significatif pour la collectivité. On parle de millions d'euros dans la mesure où ce surface de stationnement, il y a une part qui est reversée aux différents opérateurs. Donc nous, la difficulté pour nous, c'est de trouver la bonne formule. Le fait d'avoir proposé ces 2 heures de stationnement, ça permet de donner une dynamique par rapport aux gens qui viennent faire leurs courses en centre-ville. On l'a vu malheureusement jusqu'au reconfinement qui a été prononcé et l'arrêt total des activités. En revanche, si on mettait en place une gratuité totale, on mettra en place un système de véhicules ventous, c'est-à-dire des véhicules qui stationneraient sur des places où il n'y aurait pas de rotation, et donc les gens qui viendraient faire leur shopping en centre-ville... Est-ce que ce phénomène, il n'est pas à la marge sur les véhicules ventous ? On le voit sur les études qui ont été menées. À partir du moment où il y a une gratuité sur une longue durée, on voit bien qu'il y a des personnes, celles qui viennent travailler en journée, celles qui habitent aussi en centre-ville, qui viennent stationner de manière vraiment durable, et donc ça crée un système de non-rotation des véhicules. Oui, mais là je crois que notre lecteur parle uniquement de la période du confinement, du reconfinement. Ça, effectivement. On a les 2 heures de stationnement qui continuent à être gratuits sur l'ensemble de notre zone de stationnement. Est-ce que vous commencez à esquisser des projets également au moment où le reconfinement va s'estomper, où les bars, les restaurants vont pouvoir enfin ouvrir à nouveau? Est-ce que vous imaginez, pourquoi pas, des actions spécifiques, des animations, des choses que vous réfléchissez dès à présent? Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on se rend bien compte qu'il y a une vraie impulsion politique de mener à bien un certain nombre de projets d'animation. On l'a vu par rapport au maintien des Jeudis de Nîmes, des animations sur la période estivale. On l'a vu aussi par rapport au maintien de la feria sous une forme avec un respect des gestes barrières, des gestes barrières. On le voit aussi par rapport aux fêtes de fin d'année, avec une volonté malgré tout d'avoir des animations dans le cadre de la période de fin d'année. Et surtout, on le voit demain, lorsqu'on a eu la chance d'accueillir le Tour de France l'an prochain, l'été prochain, c'est qu'on est déjà dans l'après-Covid, dans la mesure où on sait très bien que notre territoire, c'est le tourisme qui est le premier vecteur économique. On voit bien, ça représente près de 60% de l'économie locale, et ce tourisme, on est en concurrence avec d'autres secteurs, et il faut qu'on soit attractif. On a un patrimoine qui
qui est exceptionnel. On a une vraie période touristique qui nous permet d'avoir de l'économie sur le territoire. Il faut absolument que nous, au niveau politique, on mette en place des projets pour mener à bien cette politique touristique dynamique. Alors, vous êtes premier adjoint, on l'a dit, de la ville de Nîmes, en charge de l'urbanisme, et vous êtes aussi président de l'aménageur, la SPL Agathe, l'aménageur de Nîmes Métropole. Aujourd'hui, au niveau des transactions immobilières, on en est où au niveau du BTP ? C'est vrai que suite aux annonces gouvernementales, il y a eu une volonté de la part de l'État de maintenir l'activité du BTP, donc les chantiers avancent, l'économie au niveau des travaux publics continue. Nous, on le voit aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un recul dans la mesure où le confinement a été mis en place depuis quelques jours maintenant. On pourra faire des premiers bilans d'un point de vue de l'urbanisme et d'un point de vue des chantiers dans quelques jours, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la promotion immobilière continue, Oui. Les activités au niveau des actes notariés, des ventes, des achats continuent aussi. On a vu au niveau du déconfinement un vrai essor par rapport à cela et une augmentation du nombre de biens. Les gens se sont vendus. rattrapés, en fait. Ouais, les gens se sont rattrapés et puis surtout, ils avaient aussi envie un petit peu de capitaliser, peut-être aussi une économie qui est parfois dans une économie incertaine. On sait très bien que la pierre est un bon placement et on voit, moi c'est vrai qu'on voit avec les services de l'urbanisme, on a beaucoup de projets qui vont sortir de terre, des projets publics, des projets privés et je crois que ça aussi, ça montre une dynamique économique pour le territoire. Donc au niveau de l'urbanisme aujourd'hui, pas de signes négatifs à signaler, notamment par rapport au maintien des chantiers. Alors un mot sur la SPL Agathe, puisque lors du dernier conseil communautaire, l'élu de gauche Sylvette Fayet a soulevé un lièvre. Visiblement, la SPL Agathe a acheté un terrain à 2 fois son prix sur la zone de Magna Porta. Comment c'est possible ça aujourd'hui ? Alors écoutez, par rapport à cela, nous, la SPL Agathe... On va peut-être rappeler que la SPL Agathe, donc c'est l'aménageur de Nîmes Métropole. En partie, oui, Nîmes Métropole fait partie des aménagements. Que sur Magna Porta, vous achetez des terrains à des propriétaires qui sont privés, vous les aménagez, puis après un promoteur vient et vend le terrain en lot. C'est un résumé un peu sommaire, mais vous n'avez pas tort sur le fond. On va essayer de Aujourd'hui, vulgariser. Nîmes Métropole nous a donné concession au niveau de la SPL Agathe pour travailler ce projet. Je tiens quand même à rappeler que c'est un projet très important pour le développement du territoire. 150 hectares sur le site de Manduel-Rodessin, à proximité de la gare LGV. Donc il faut aussi qu'on crée un vrai lieu de vie économique par rapport à cela. J'ouvre juste une parenthèse. On manque beaucoup de foncier d'un point de vue économique sur le territoire nîmois. Et donc là, ça va permettre de donner des hectares d'un point de vue économique pour des entreprises viennent s'installer et surtout créer des emplois à terme. Donc je referme cette parenthèse-là. Sur ce projet bien spécifique, l'agglomération nous a donné mandat pour travailler sur le rachat de terrains privés, soit par voie d'expropriation, soit à l'amiable par rapport à cela. Donc on a entamé un certain nombre de démarches avec des propriétaires privés qui étaient là depuis des décennies, notamment des propriétaires agricoles. Et donc, en l'occurrence, là, sur Redescend. En l'occurrence sur Redescend, et c'est vrai qu'il y avait un différentiel par rapport à l'estimation entre France Domaine et l'estimation qui avait pu être faite suite à on va dire aux discussions, négociations avec les propriétaires privés qui étaient aussi avec des experts judiciaires. Donc il y avait vraiment un cadre juridique très encadré. On a vraiment agi avec beaucoup de prudence et beaucoup de bienveillance. Et pour arriver à terme, il est clair qu'on a un petit peu surévalué l'estimation de France Domaine, mais ce n'est qu'un avis simple, ce n'est pas un avis conforme dans le cadre de France Domaine. Et Sylvette Fayet a eu juste titre poser des questions là et on lui a apporté un certain nombre de réponses qui, je l'espère, l'ont convaincu. Pas tellement, parce qu'on voit aujourd'hui que l'agglo a des problèmes financiers, on voit que l'argent public coule plus à flot, c'est fini, il faut faire des économies. Est-ce que ça valait le coup vraiment de payer ce terrain 2 fois son prix ? Je vais vous dire... Pourquoi pas la procédure d'expropriation ? Parce que déjà, elle est plus longue. Et oui, surtout, mais pour l'instant, sur Magna Porta, il n'y a pas grand-chose. Elle est plus longue et surtout, je ne suis pas certain qu'on ne serait pas arrivé au même résultat in fine par rapport à cela. Ce qu'il faut bien voir par rapport à on va dire, au niveau d'endettement de collectivité, c'est que là, on a une ZAC, une zone d'aménagement concerté, avec une vraie concession qui a été créée. On fera un bilan financier de cette ZAC à l'issue. Je ne doute en rien que cette ZAC soit positive et soit bénéfique pour l'agglomération. Donc des dépenses aujourd'hui vont entraîner un certain nombre de recettes demain dans le cadre de cette ZAC. On le verra surtout lorsque ce projet vraiment prendra forme avec un parc thématique, avec des entreprises qui vont s'installer. Dans cette opération, Monsieur Plantier, pourquoi commencer déjà en achetant un terrain au double de son prix et pas Alors lancer... on n'est pas au double de son prix, mais je n'ai pas en tête. En tout cas, le prix est beaucoup plus haut que l'évaluation de France Domaine. On est au-dessus de l'estimation. Pourquoi ne pas attendre ? Parce que pour l'instant, sur Magna Porta, il n'y a rien et vous laissez un peu de marge pour plus tard. Pourquoi une précipitation avec Parce qu'en fait, pour qu'on puisse lancer cette ZAC à partir de l'an prochain,
il faut qu'on soit détenteur d'un certain nombre de parcelles sur ce territoire-là. Donc on était vraiment là-dessus. On est vraiment dans une discussion. Vous voulez faire les choses vite, quitte à non, payer non. un peu plus cher. Honnêtement, là, ça serait plutôt aux porteurs du projet politique sur Magna Porta. Je pense qu'on va pas trop vite sur Magna Porta, et je crois même qu'on a beaucoup de retard sur la question. En tout cas, une dernière question sur la SPL Agathe. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de cette polémique, on voit bien le rôle central de l'aménageur qu'on n'avait peut-être pas perçu. C'est que finalement, finalement, la SPL Agathe achète sur Magna Porta des terrains, les revend. On a envie de vous dire, pourquoi pas ouvrir, comme le disait Sylvette Fayet, à l'opposition, parce que c'est très stratégique aujourd'hui la SPL Agathe. Mais d'abord, il n'y a pas de polémique en soi. On est vraiment sur une question juridique, sur une question technique. Ah non, par vous rapport avez à deux visions différentes. Oui, vous payez un terrain 2 fois son prix, et Sylvette Fayet dit on aurait pu exproprier et attendre et pas payer. J'entends, plus cher. mais c'est pas une polémique en tant que telle. Par rapport aux missions de la SPL Agathe, c'est vrai que c'est un outil un petit peu hybride, à la fois entre public et privé. C'est un outil qui est très dynamique pour le développement du territoire. Aujourd'hui, très stratégique. Je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, mener à bien un projet de cette dimension-là, ça prend des dizaines d'années. Un mandat municipal, communautaire, départemental, régional, c'est 6 ans. Donc c'est vrai qu'on a une différence de calendrier, et avec ce type d'outils, tels que la SAT, tels que la SPL Agathe, on est vraiment avec un vrai outil dynamique par rapport à l'attractivité économique. Mais là, je vous demande pas de me faire un cours sur la SPL Agathe. Je vous dis juste, est-ce qu'on ne pourrait pas l'ouvrir à l'opposition ? Est-ce que Nîmes Métropole ne pourrait pas acheter des parts ? Non, c'est que les maires, pour l'instant, l'opposition n'est pas. Or, les Nîmois qui ont aussi voté pour vous et qui ont voté pour la gauche seraient peut-être intéressés d'avoir des représentants. Par rapport à cela, nous, on a un certain nombre de communes qui sont représentées au sein de la SPL Agathe, au sein de la SAT. Il y a des oppositions par rapport à des communes, par rapport à d'autres assemblées. Aujourd'hui, il y a une volonté de la part de Nîmes Métropole, la ville de Nîmes, de mettre en place des élus au sein de ces conseils d'administration qui sont titulaires de délégations, qui sont en lien avec les missions de la SPL. Donc c'est tout à fait logique. Juste pour finir par rapport à cela, l'opposition a toute sa place dans le débat de ces structures-là. On le voit notamment par rapport à l'approbation des CRAC, des comptes rendus annuels d'activité chaque année au sein des 2 assemblées, où là, il y a vraiment un bilan qui peut être fait sur l'action de ces 2 structures. Merci beaucoup, Monsieur Plantier, d'avoir répondu à nos questions sur cette première partie. On vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission. On parlera davantage de politique, même si on y était déjà un petit peu. Je vous propose à présent notre reportage du jour consacré à ces agents de la préfecture du Gard qui se mobilisent chaque jour pour poursuivre leur mission de service public. C'est notre journaliste Corentin Corget qui est parti à leur rencontre. Il est possible, effectivement, même si on est au-delà d'une sortie d'1 heure, au-delà d'un périmètre d'1 kilomètre, il est possible de vous déplacer pour motif impérieux. Contrairement au premier confinement, c'est depuis leur bureau de la préfecture du Gard que la plupart des agents poursuivent leur mission de service public, à l'image de Marielle, réquisitionnée en temps de crise pour intégrer la cellule téléphonique. Les mairies nous appellent, les particuliers nous appellent. Nous sommes là pour vulgariser le décret ministériel, l'arrêté préfectoral. Ça signifie qu'en fait, il faut qu'on explique les mesures qui sont mises en place dans le département. Ce que l'on peut faire et malheureusement ce que l'on ne peut pas faire. Tant sur le port du masque, la circulation. Et dernièrement, les points sensibles, c'était, je suis ostéopathe, je suis coiffeur, est-ce que je peux ouvrir mon magasin, mon cabinet, est-ce que je peux travailler ? Rien que dans ce bureau, les 2 agents se partagent certains jours jusqu'à 100 appels, avec parfois au bout du fil un interlocuteur en pleurs ou agressif, dépassé par la situation. Des sollicitations qui interviennent surtout au lendemain de nouvelles annonces du gouvernement, d'où la possibilité de monter jusqu'à 14 agents au sein de cette cellule. Les auberges collectives, les résidences de tourisme, c'est écrit. Article 41. C'est pas l'habitat. Je le connais par cœur. Quelques dizaines de mètres plus loin, au bureau des étrangers, on retrouve Jennifer qui, malgré un effectif très réduit dans son service, continue de délivrer des titres de séjour. Je ne vais pas vous mentir, là vous arrivez dans un service un petit peu en souffrance, puisque vous voyez, même pendant le confinement, notre bureau est touché. Voilà, avec ma collègue derrière, nous sommes les 2 agents actuellement en poste, puisque tous les autres sont absents parce qu'ils ont été testés positifs au Covid ou bien parce qu'ils sont cas contact. Aujourd'hui, on essaie de faire au mieux, par exemple, en traitant les demandes, non pas dans l'ordre d'arrivée, mais par ordre d'expiration des titres. Oui, voilà, pour pas que les gens se retrouvent en fait en suspension avec des droits suspendus, des droits au travail, des droits aux prestations sociales, des droits au chômage qui pourraient être interrompus parce que leur titre est arrivé à expiration.
Deux femmes qui humblement, à leur niveau, ont le sentiment d'apporter leur contribution dans cette période de crise sanitaire. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Après, il nous arrive d'avoir des gens en très très grande difficulté. On ne peut pas être indifférent. Hein. J'ai un peu l'impression d'être dans un service des urgences. Voilà, je travaille toujours dans l'urgence. Cet après-midi encore, à 3h30, je reçois quelqu'un dans l'urgence pour pas qu'il perde son travail. Pour toute question liée au confinement, le gouvernement a mis en place un numéro vert, le 0800 130 000. Et on accueille tout de suite sur notre plateau Évrard Zaouch, le directeur général du CGR Nîmes. Bonsoir Évrard. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Évrard, je voulais vous avoir sur mon plateau ce soir. On est avec Julien Plantier, également le premier adjoint de la ville de Nîmes, qui pourra éventuellement répondre dans quelques instants. Mais Évrard, bien évidemment, les cinémas sont fermés. On pense bien évidemment au CGR Nîmes. Et on voulait savoir déjà comment ça allait. Et si vous pouviez nous parler un peu de la filière cinéma. Comment ça se passe là aujourd'hui avec ce deuxième confinement ? Mais le deuxième confinement, il est plus dur que le premier, vous vous en doutez bien, puisqu'on est maintenant dans une situation que l'on a vécue, donc on sait par quoi on est passé. Et on appréhende vraiment cette situation, on l'appréhendait et on y est en plein dedans. Surtout, comme j'ai expliqué, c'est qu'on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas l'issue. On nous dit, vous fermez le 30 octobre... Voilà, on ferme, mais on ne sait pas si c'est pour 4 semaines, 1 mois, 2 mois. On parle de février. Tout à l'heure, j'ai entendu Julien qui disait mois de mai, juin, on en sera un peu plus. Donc, ça nous affole un peu, oui. Est-ce qu'il y a des aides qui sont mises en place par l'État ? Ou aujourd'hui, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien ? Non, il y a des aides, fort heureusement. Et d'ailleurs, on est le pays le plus aidé en Europe, tout au moins en matière culture, en matière cinéma. Puis on a une ministre de la Culture où on est assez content de la voir, puisque elle est quand même elle fait entendre sa voix et elle nous aide bien. Hein. Roselyne Bachelot. Oui, bien sûr, je parlais de Roselyne Bachelot, oui. Une question également, parce que vous vous étiez exprimé de manière assez forte la première fois, en tout cas lors du premier confinement. Vous aviez regretté effectivement que la ville de Nîmes n'avait peut-être pas suffisamment accompagné les acteurs commerçants, etc. sur Nîmes. Julien Plantier est là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Julien Plantier et à la ville de Nîmes ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Comment la ville peut vous aider ? Comment la ville peut nous aider ? Par tous les moyens qu'elle peut. Nous, on est dans une situation aujourd'hui où on est fermé, il n'y a pas pire. C'est pas qu'on est en baisse, là on parle plus de chute d'entrée, pour parler de nos activités, c'est-à-dire le cinéma. Toutes les aides sont les bienvenues. J'ai entendu parler du parking gratuit. Donc nous, c'est bien le samedi, dimanche. C'est vraiment très bien pour les cinémas. Les 2 heures pendant le confinement, c'est pendant un confinement, hein, on est fermé, donc je suis content qu'il y ait 2 heures de parking gratuit, mais je crois, c'est après. Là maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire ? On est fermé. Je pense que c'est après. On ne peut pas imaginer, par exemple, un ciné-drive, c'est pas possible ça, de le mettre en œuvre avec la ville de Nîmes pour permettre effectivement que les gens puissent venir voir quand même un peu de cinéma en restant dans leur voiture, mais... Je ne sais pas si on pourrait avoir les films. Mais oui, je suis tout à fait ouvert pour des opérations de ciné-drive. On est prêt, d'ailleurs, on a les outils pour le faire. Par contre, je ne sais pas si techniquement on aurait les films aujourd'hui pour diffuser. Je ne sais pas, il faudrait se renseigner. Mais je ne voyais pas trop ça dans une opération où je voyais plutôt, là j'entends aujourd'hui sur plusieurs médias le sémaphore qui lance des SOS, qui lance des appels aux dons et aux subventions. Il faut savoir qu'on est tous dans le même... Je ne parle pas que là, par contre, que les cinémas, on est tous dans la même situation. Ce que disait tout à l'heure Julien, effectivement... La mairie, elle ne peut pas aider financièrement chaque commerçant qui sont fermés actuellement. Je ne sais pas si on aurait les moyens, mais c'est quasiment impossible. Mais je crois qu'effectivement, toutes les actions seront les bienvenues pour nous aider et à tout le monde, quoi. Vraiment toutes les actions. Aujourd'hui, on est fermé. Qu'est-ce que je vous dis ? On fait 0 de chiffre d'affaires. On est très mal. On tient, quoi. Il faut tenir, il faut résister à cette période. C'est beau de le dire, maintenant il faut le faire. Vous avez peur, Évrard, de fermer définitivement ?
Non, de fermer définitivement, non, parce que je pense pas qu'on fermera définitivement, franchement, et personne. Hein. J'entends d'autres confrères, mais je pense pas, non. Franchement, il n'y aura pas de fermeture. Il n'y a plus d'indépendants comme on a connu à l'époque, ou comme il en existe encore dans certains villages. Ça n'existe plus. Oui, parce que vous dépendez d'un grand groupe. Hein, que ce soit le CGR. sémaphore, Kinépolis ou moi-même, on est soutenus par des groupes. Donc on ne parle plus que d'un petit cinéma tenu par un indépendant. On parle de plusieurs dizaines de complexes et de multiplexes dans toute la France. Donc effectivement, cette crainte de fermer définitivement, non, ça, franchement... Monsieur Plantier, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Évrard Zaouch ce soir ? De la compréhension, cette frustration d'avoir le rideau fermé, c'est vrai que c'est pas simple, mais bon, le gouvernement a fait un choix, il a choisi ses produits de première nécessité, qui moi me gênent un peu parce que du coup ça dénigre quand même l'ensemble des autres activités. Il y a des initiatives qui sont mises en place, on le voit sur certains commerces avec le click and collect comme on peut le voir, sur du shopping en ligne aussi, mais c'est vrai qu'au niveau du cinéma, le monde culturel est un des premiers sinistrés de ce confinement, on le voit au niveau des concerts, au niveau du cinéma, donc bien évidemment un soutien fort. Je crois que ce qui est important, c'est de penser au lendemain, à mettre en place des actions, à être unis, à être rassemblés. Et je pense qu'on est plus fort lorsqu'on sera rassemblés pour voilà, combattre à la fois ce virus et surtout, d'un point de vue économique, retrouver une certaine sérénité. Un mot également, Évrard Zaouch, parce que vous vous apprêtiez à ouvrir un restaurant à proximité du cinéma. Bon, malheureusement, tout ça est entre parenthèses ou les travaux continuent quand même ? Oui, les travaux continuent. Oui, j'ai une particularité, là, j'ai 98% de mes activités qui sont dans les bars, les restaurants et les cinémas. Donc, je suis... Vous avez fait le bon choix. Ouais, je suis un bon. Et en plus de ça, le seul gros projet que j'ai d'ouverture, c'est un restaurant. Donc, effectivement, j'ai tout bon. Non, toute blague mise à part, oui, les travaux continuent, puisque, bon, écoutez, il est là, le virus. On a passé la première partie, parce que on parle du 16 mars au 11 mai, ou 12 mai, je crois, au 10 mai. Nous, c'était au 22 juin, les cinémas. Et donc, on a passé premier cap, on passera le deuxième. Le restaurant, on fait les travaux, ce sera une pizzeria, comme je l'ai annoncé. Et puis on espère que peut-être fin d'année, peut-être début d'année, j'en sais rien. Dès qu'on pourra, de toute façon, on fera l'ouverture. Merci beaucoup, monsieur Zaouch, d'avoir été avec nous ce soir sur notre plateau. Allez, on part dans le Gard. Et je vous propose de retrouver tout de suite notre journaliste Corentin Migoul qui est parti à la rencontre de Sylvain André, le maire de Sandras, sur le territoire d'Alès, en pleine période de confinement. Comment la ville s'organise ? Élément de réponse. Bonsoir Abdel, je suis à Sandras avec le maire de la commune, Sylvain André, qui est aussi président de l'association des maires ruraux. Bonsoir monsieur André, merci d'avoir répondu à mon invitation. Première question, vous êtes maire de Sandras depuis 2017, vous avez connu le rôle de maire avant le confinement, avant la pandémie, vous le connaissez maintenant, vous devez l'exercer en pleine pandémie. Qu'est-ce que ça change pour vous au quotidien ? Oui, mais c'est complètement différent, en effet. Aujourd'hui, il faut régler un problème. En premier, les questions d'ordre sanitaire, faire respecter le protocole sanitaire, s'organiser pour les écoles. Il y a beaucoup d'écoute auprès de la population. Là, on doit fournir les attestations à plein de gens qui n'ont pas d'imprimante chez eux. Les mairies, on est vraiment au quotidien en première ligne pour toutes ces questions. Et en plus, c'est vrai que le climat actuel, même avec les attentats, il y a besoin d'être là, présent avec les gens. D'accord. Comment il est vécu ce confinement par votre population, par rapport notamment au premier ? On sait que la force de ces territoires ruraux, c'est aussi la proximité. Cette proximité, elle est difficilement applicable ces derniers temps. Comment il est vécu, tout simplement ? Je pense qu'elle est vécue comme beaucoup d'endroits, c'est-à-dire que la crise sanitaire, où notamment on a les salles municipales fermées pour faire du sport, faire des initiatives, se retrouver, on ne peut plus aller au théâtre, donc ces moments où on se retrouve n'existent plus, c'est dur pour beaucoup de gens, c'est dur d'aller voir ses familles, ses amis, donc c'est compliqué, le climat est compliqué. La maladie qui est présente quand même, c'est pas l'heure ou des chiffres, c'est vrai, on a quelques cas par-ci par-là, nous on a la maison de retraite qui est durement touchée, donc il y a cette ambiance-là aussi avec le virus où il y a une peur, plus les attentats qu'on a vécus, dans l'esprit des gens, il y a beaucoup c'est un climat anxiogène où il y a une véritable inquiétude, peur. Chez certaines personnes, ça peut se traduire un peu par de l'agressivité. C'est vrai que c'est une période qu'on sent où il y a un mal-être profond chez nos concitoyens. Quel est votre regard sur la gestion nationale de cette pandémie ? Ce confinement, est-ce que vous le trouvez trop dur
avec certains commerçants, ou est-ce qu'au contraire, il est pas assez ferme, trop laxiste pour être efficace? Je vous avouerai que sur le contenu exact des mesures, je ne veux pas me prononcer clairement parce que je ne suis pas médecin. Il y a un conseil scientifique. Est-ce que les mesures sont pertinentes ou pas? Malheureusement, on le saura peut-être plus tard. Est-ce qu'il fallait, moi, à titre personnel, j'aurais été peut-être plus pour un confinement plus dur maintenant pour éviter de traîner pendant longtemps, mais j'ai aucune certitude si c'est bon ou pas. Le problème, c'est plutôt l'incohérence, les allers-retours, les va-et-vient, les changements d'avis. Tout ça, c'est fatigant pour notamment les maires et les petites communes. Je vous donne l'exemple de vendredi dernier où on nous dit que les enfants vont rentrer à 10h, on s'organise pour avoir du personnel de 8h30 à 10h pour accueillir les enfants. J'apprends par BFM Télé à 20h que finalement non, ils rentrent à l'heure habituelle. On avait mobilisé du personnel, même du personnel associatif parce qu'on avait pas assez de monde. On s'était organisé, on apprend comme ça un changement d'avis. Mais ça a été toute la crise sanitaire, des allers-retours, des changements d'avis, ça c'est épuisant. Voilà, il y a des véritables incohérences dans les décisions. C'est vrai que quand on a entendu parler de la FNAC qui pouvait ouvrir et que les petites librairies ferment, il y a des choses qui nous surprennent tous, on est bien d'accord. Après, sur le contenu exact des mesures du confinement, du couvre-feu, etc., c'est compliqué d'être juge. Voilà, je pense que personne ne doit faire des leçons à personne sur cela. Merci Monsieur André, à bientôt. Merci. C'est déjà la fin de 19h, le live, mais uniquement la première partie. On va se retrouver dans quelques instants pour 19h le live, la suite. Au programme, la deuxième partie de l'interview de Julien Plantier, le premier adjoint de Jean-Paul Fournier. Vous aurez également, comme chaque soir, les coups de cœur culture de notre journaliste Thierry Allard qui est confiné chez lui. Et on recevra Julien Sugier, le fondateur de Météo Gare. Restez avec nous, on revient dans moins de 5 minutes. À tout de suite.